Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de questions majeures. Les PAS, programmes d'ajustement structurel, ont été instaurés dans les années 80 pour stabiliser l'économie des jeunes nations fraîchement indépendantes qui sont souvent économiquement faibles et confrontées à des problèmes de mauvaise gestion des ressources. 41 pays d'Afrique francophone étaient concernés par ces programmes fondés sur une doctrine libérale. Une politique donc de redressement économique vendue comme un remède miracle par la Banque mondiale et le FMI. Presque impossible d'évoquer cette période sans faire référence au licenciement massif des travailleurs du public, aux vagues de privatisation des entreprises étatiques, aux retraites anticipées en cascade et à la détérioration des services sociaux de base. Ce résultat mitigé n'a pas tardé à être dénoncé, exacerbant la tension sociale et conduisant au rejet de cette politique des institutions de Bretton Woods. Ce soir, nous nous plongeons dans les méandres des PAS en Afrique. Nous révisitons donc un plan de sauvetage particulier qui a suscité beaucoup de polémiques. Autour de cette table, donc, Siaka Coulibaly. Bonsoir, Monsieur Coulibaly. Bonsoir. Alors, vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous ce soir. Merci bien. Nous sommes également avec Gervais Nadambega. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Et je rappelle que vous êtes ingénieur de développement rural. Merci pour la constance, hein, monsieur Nadambega. Pour la question nationale, si je suis sollicité, je serai toujours là. OK. Imhotep Serge Bayala est également sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Vous êtes le coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. C'est ça. Notre quatrième invité est Dr Kwama Ido. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et vous êtes sémio-politologue, c'est ça? C'est ça. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. D'abord, en quoi, monsieur, consistent concrètement les PAS et quelle est la situation qui a conduit à leur adoption ou même à leur imposition par les institutions de Bretton Woods aux pays pauvres que nous sommes? Je commence par vous, monsieur Coulibaly. Merci. Les programmes d'ajustement structurel ont été présentés comme une solution aux difficultés de gestion économique des pays africains. Parce que de 60 jusqu'aux années 80, on s'est rendu compte que ces pays-là n'arrivaient pas à se conformer aux standards de l'économie des pays et que principalement ils se caractérisaient par un endettement très élevé. Et l'idée des PAS était, entre griffes en résumé, de rétablir les grands équilibres macroéconomiques, notamment faire en sorte que le pays ne dépense que ce qu'il a comme ressources. Donc, c'était cet ajustement qui a été tenté à travers un certain nombre de réformes. En particulier, ce dont vous avez déjà parlé, la cessation des programmes sociaux en général, y compris le non-recrutement dans les domaines sociaux comme l'éducation, la santé. On ne recrutait plus de fonctionnaires, d'agents publics à ce niveau. Alors, ces programmes ont été appliqués dans plusieurs pays africains. Le Burkina Faso, pour être court, a eu une histoire particulière avec les PAS, à savoir que nous n'avons pas été dans le gros lot des programmes d'ajustement structurel africains. Les 41 pays. Voilà. Parce que le Burkina Faso, lui, il a entrepris sous la férule du capitaine Thomas Sankara, la Révolution démocratique et populaire, on a, sous la houlette, je voulais dire plutôt que férule, il a entrepris un programme d'auto-ajustement, donc endogène, auto-centré, auto-entretenu, qui répondait aux grands principes du programme d'ajustement structurel des institutions internationales FMI et Banque mondiale, mais qui avait la particularité de permettre que ce soit les dirigeants du pays qui décident de quel secteur va faire l'objet des réformes. Et surtout, ne pas supprimer les aspects sociaux. Et l'auto-ajustement du Burkina Faso, les programmes sociaux ont été respectés. Il n'y a pas eu vraiment de rigueur et de suppression d'emplois à ce niveau, hormis les questions disciplinaires. C'est plus tard, après la Révolution démocratique et populaire,
quand Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir, en 1993, donc, que le Burkina Faso est allé lui-même négocier un programme d'ajustement structurel. Et c'est celui-là que nous avons connu. Donc finalement, le Burkina a subi les passes comme les autres pays. A subi les passes également, mais court. Parce que à partir de 1990, l'évaluation des passes dans les 41 pays avait montré que non seulement les réformes ne produisaient pas leurs effets, mais les effets indésirés étaient très nombreux. À savoir beaucoup de mouvements sociaux, les grèves, il y a même presque des guerres civiles dans certains pays. Donc, les institutions internationales ont décidé de changer leur fusil d'épaule, de changer d'approche dans l'assistance des pays considérés comme pauvres. Et on a engagé à partir de 1995 les programmes de réduction de la pauvreté, dont vous avez certainement entendu parler, et en particulier par le mécanisme PPTE, pour pays pauvres très endettés, qui était un concept différent des programmes d'ajustement structurel. Alors, on parle de détérioration des conditions de vie des populations de ces pays qui ont été concernés. Et à qui la faute? Est-ce que l'idée qui se cachait derrière l'imposition des passes aux pays pauvres était manifestement, je ne sais pas quoi, il y avait des objectifs non avoués qui n'étaient autres que d'aider ces pays à faire face à la crise sécuritaire, la crise économique à l'époque? Merci beaucoup, madame. Vous avez parlé d'objectifs. Et dans tout projet, il y a des objectifs. Maintenant, il faut chercher à savoir, les objectifs sont des objectifs de qui, principalement? Est-ce que c'est les objectifs de la partie qui baille, qui donne et qui prête les fonds, ou c'est les objectifs, effectivement, de la partie qui reçoit? Et pour effectivement faire la lumière sur ça, il faut que nous repartons un peu en arrière par rapport effectivement à ce qu'il a dit. En fait, si on ne remonte pas à 1944, quand les vainqueurs de la guerre sont sortis, ils ont fait leur rencontre, ils ont constaté effectivement que l'Occident était à terre, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Et ils ont voulu des ressources et des approches pour effectivement relancer et reconstruire l'Europe. Et à partir de ce moment, ils avaient deux grands défis. Le premier défi était que chaque pays avait effectivement sa monnaie, avait sa façon effectivement d'échanger, et la parité était flottante. Et ça posait un grand problème pour ces pays-là. Et le second problème, c'était lequel? Le second problème, c'était qu'il n'y avait pas une politique internationale qui leur permettait effectivement d'échanger pour gérer effectivement le nouveau contexte. Donc, ils ont créé leur FMI. Ils ont créé quoi? Ils ont créé effectivement leur BIR, qui était la Banque internationale de la reconstruction du développement de l'Europe. Nous n'y étions pas. Ce n'était pas nous. Et même si vous repoussez, vous verrez effectivement que l'URSS, à l'époque, n'a pas ratifié les accords de Bretton Woods. Si vous poussez, vous verrez effectivement que ce qu'ils ont appelé effectivement les vaincus, qui sont l'Allemagne et le Japon, n'ont pas participé, n'ont pas ratifié effectivement les accords. Et ils ont avancé sous la houlette des États-Unis. Et ils ont posé les deux problèmes qui étaient lesquels? Monétaires d'abord. Et au niveau monétaire, ils se sont entendus pour dire, écoutez, nous allons considérer que c'est l'or, la masse d'or que chaque pays effectivement a, qui va permettre de peser le pays dans le cadre effectivement d'échanges. Et comme c'était toujours les États-Unis qui pilotaient, le dollar va être considéré également comme une devise qui permet effectivement d'évaluer le pays. Mais même les États-Unis, leur dollar est basé sur l'or. Ils ont eu un change fixe. Et puis ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'en 1971, les États-Unis, de façon unilatérale, sont revenus dire « ça ne fonctionne pas, nous allons effectivement arrêter et puis faire en sorte effectivement que chacun, on laisse les choses flottantes. » Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence qui va nous affecter au niveau du PASS? Et c'est là que j'en viens. Ils ont permis à la BIR de créer ce qu'on appelait effectivement l'AID, qui était à l'époque effectivement l'Agence
internationale pour le développement, qui était la banque, puisque la BID n'était pas la banque de tous les pays. Oui. C'était la banque, effectivement, des ratificateurs des traités, des accords de Bretton Woods. Maintenant, l'Afrique, c'était un gros morceau avec des ressources où il fallait aller, qu'il fallait aller chercher. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle les DTS, c'était comment ils évaluaient la quote-part de chaque pays. Et ils ont fait des contributions, mais ils voulaient beaucoup plus pour la construction effectivement de l'Europe. Alors, on se dit, on va aller en Afrique chercher. Et pour aller en Afrique chercher, on crée à l'intérieur de la BID une petite banque qui s'appelle AID, et l'AID est spécifiquement adressée aux États africains. Et l'AID arrive avec ce qu'on appelle effectivement l'aide liée. Ça veut dire qu'on vient on constate que des pays sont en difficulté, et puisque vous êtes en difficulté, on dit, on vient effectivement vous aider à dépasser, comme il a dit, ces difficultés. Mais voilà effectivement les conditions. C'est maintenant dans les conditions que les problèmes se posent. Et dans les conditions, si vous regardez, c'est plutôt en 91 qu'avec le ministre du Plan à l'époque, qui était Jean-Baptiste Compaoré pour le Burkina Faso, nous sommes allés pour notre premier pass. Et si vous vous rappelez, c'est encore en 91 qu'il y a eu les premières privatisations. Et c'est en 91 qu'il y a eu effectivement, l'injonction pour le développement local intégral. C'est en 91 qu'on nous a dit, allez-y effectivement à la démocratie. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose d'isolé. C'est ce que les Anglais appellent un package. Mais un package qui néglige effectivement nos besoins. D'accord. Puis, nos besoins, c'était lesquels? La responsabilité d'un État, c'est quoi? La responsabilité d'un État, c'est de répondre aux problèmes, aux questions sociales, aux questions économiques d'un pays. Si on vient vous dire, on va vous aider à dépasser vos crises, mais oubliez les problèmes sociaux de vos pays. C'est qu'effectivement, c'était pour résoudre les problèmes des autres. Donc, en fait, le PASS n'a pas été un échec pour eux. Le PASS a même été un succès. D'ailleurs, ce que quand on analyse, on doit se dire, pour bien comprendre, quelles ont été effectivement les motivations, les raisons du succès du PASS pour effectivement le continent occidental. Mais où est-ce qu'on met la responsabilité de nos dirigeants à l'époque, dans les années? J'en viens là-dessus. Regardez effectivement nos dirigeants aujourd'hui. Regardez nos dirigeants aujourd'hui. Regardez nos dirigeants depuis effectivement Blaise Compaoré jusqu'à effectivement Damiba. Si vous regardez, vous verrez effectivement que c'est parmi ceux qui ont racheté nos sociétés, privatisées, j'allais dire vandalisées, vendagées, depuis 91, qui sont encore... Donc c'était comme une concussion. C'est quoi la concussion? La concussion, c'est lorsque vous avez celui qui doit faire effectivement le contrôle, qui s'allie avec, ou qui s'identifie même à celui qui doit effectivement se charger d'exécuter pour se soumettre au contrôle. Et à partir de ce moment, la corruption, elle n'est même pas contrôlable. Et si vous regardez, c'est ces mêmes ressources qui ont été utilisées pour maintenir le système jusqu'à l'avènement effectivement du NPSR2. Donc voilà notre responsabilité. Okay. C'est la qualité des hommes. Nous n'avons pas eu effectivement une élite qui a été consciente et qui s'est rapprochée effectivement du peuple, qui a travaillé à rendre encore plus vulnérables nos citoyens. Et c'est la condition que le MPSR2 est venu trouver. Imhotep Bayala, il a la responsabilité de ceux qui étaient à la tête de nos États, mais il y a aussi les institutions de Bretton Woods qui, M. Nathan Berger vient de le dire, manquaient sincèrement ou bien manquaient d'une sincérité manifeste à travers ce plan de sauvetage. Oui, effectivement, si on s'en tient au principe énoncé, c'est-à-dire créer une sorte d'équilibre entre les dépenses, nos dépenses à nous, et notre richesse réelle, les capacités que nous avons pour subvenir à nos besoins, est-ce que les dépenses doivent être supérieures à nos capacités de financement? C'est créer une sorte de rationalisation. Bien évidemment,
brandis comme ça, c'est de la supercherie. Ce sont des arguments de surface pour bluffer et créer une sorte de sympathie et de course vers des solutions miracles qui semblent être présentées. Mais à la réalité de ce que c'est que les passes, c'est qu'ils ne viennent pas pour répondre à des besoins de rééquilibrage des dépenses et de nos capacités réelles. J'avoue véritablement que le colon n'a pas dans son postulat moral des objectifs d'aider le colonisé à être épanoui. Je ne sais pas comment ça peut se faire, qu'on vienne à croire aux leçons ou au programme de libérer le colonisé qui sont conçus par le colonisateur. Mais c'est pour dire que ces programmes procèdent d'une réflexion stratégique de désarticulation méthodique. Thomas Sankara parlait de schémas savamment organisés, planifiés, et qui sont tellement alléchants à la présentation que c'est vous-même qui partez vous donner la mort. Voyez-vous, c'est le Burkina qui a couru pour aller se faire assassiner. Pour aller se faire assassiner son économie, assassiner son industrie, tuer tous les secteurs sociaux. Mais pourquoi c'est attrayant à la surface? Parce que les éléments que je viens d'évoquer le traduisent. Mais à la réalité, les pays africains, à partir des années 75, les colons qui ont toujours agi à faire en sorte que le personnel politique soit son personnel à lui, donc un personnel ne jouissant pas d'une légitimité au sein de sa propre population. Sa légitimité est tenue par des acteurs extérieurs. Et ce sont des ouvriers au service d'un système mondial. Les présidents africains, et jusqu'à maintenant à côté de chez nous, vous avez des gens qui ont juste le qualificatif de président, mais qui n'ont pas d'initiative et qui ne peuvent même pas prendre d'initiative par rapport à leur économie nationale. Et ces gens se rendent compte que par la médiocrité des élites, le colon a créé à ses propres entrepreneurs des problèmes. C'est-à-dire que ceux qui ont bâillé les initiatives de développement entre griffes dans les pays se retrouvent à être incapables d'être payés. Ils sont les créanciers ont besoin d'être payés. Sauf que l'élite corrompue, de très mauvaise qualité, et qui était utile pour le colon pour continuer à manipuler, va lui faire un poignard en plein cœur. Parce que cette élite ne va pas parvenir à créer de la richesse, à avoir une gouvernance qui produit de la richesse, de sorte que les arrières et les petits-fils du colon qui ont eu les entreprises et sur lesquelles ils ont créé du surfinancement sont incapables d'être payés. Donc on va dire, ok, nous on va mettre en place des mécanismes qui permettent que les créanciers, qui sont les nôtres, puissent être payés. Et je pense que les passes ont des sous-entendus qui sont soutenus par cet élément-là. Comment amener les pays africains croulant sur des dettes qu'ils doivent payer pour faire fonctionner les économies internes de ces acteurs qui ont quitté chez eux pour venir injecter des ressources dans notre économie, comment leur permettre de rentrer dans leurs avoirs. Et avec les passes, il faut déresponsabiliser l'État. On reprend toutes les initiatives entre les mains de l'État. Les secteurs producteurs, bien sûr, il ne va pas prendre des secteurs qui ne produisent pas, puisqu'il a besoin de résoudre un problème qu'il a créé lui-même, et il comprend que pour pouvoir le résoudre au profit de ses créanciers, il faut prendre les secteurs productifs. Soit les créanciers, on leur donne les entreprises, où ils choisissent d'eux-mêmes les entreprises qu'ils veulent dans nos États, et où on laisse à d'autres types de privés d'utiliser ces secteurs clés-là pour produire de la richesse et être payés. Ils avaient deux choix. Le choix de prendre directement, produire, se payer et garder les entreprises, ou bien de laisser l'initiative à ce système-là de faire venir des privés qui allaient créer la richesse pour les pays. Et ils ont utilisé les deux systèmes. Mais est-ce que, à regarder de près, est-ce que les intentions de ceux qui ont mis en place les passes étaient des intentions saines? Bien évidemment, à l'aune de ce que nous venons d'expliquer, ce n'est pas des intentions saines. Joseph Kizerbo, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, quand il y siégeait, a décrit son expérience des passes dans Akan l'Afrique,
où il évoque très clairement que les passes étaient soutenues par des conditions bien fixes. Ce n'était pas, on ne vous demandait pas que de venir adhérer. On vous faisait du chantage. Si vous voulez avoir du financement de tel ou tel bailleur, puisqu'on a décousu, on a détruit votre tissu économique, on sait que vous êtes en demande. Et donc, on met en place un autre mécanisme d'endettement sur le premier mécanisme d'endettement. Et il dit qu'on faisait circuler une circulaire à l'Assemblée nationale pour dire aux députés, si vous ne votez pas la validation des passes, nous n'allons pas avoir le financement de tel ou tel bailleur. Mais qui étaient encore ces bailleurs qui viennent nous faire le chantage d'adopter un premier plan? Donc vous avez une chaîne éternelle de conditions qui ne finissent pas. Mais il dit très clairement que les passes ne sont pas une initiative autonome. C'est pourquoi, pour nous, ça a échoué. Et comme le grand frère Nadam Bega le disait, est-ce qu'on peut dire au bilan que les passes ont échoué? Les passes n'ont pas échoué. Ils ont connu d'ailleurs un succès éclatant, brillant, au profit de ceux qui l'ont pensé et qui ont travaillé avec des ouvriers au niveau local, c'est-à-dire des chefs d'État, des ministres, qui vont devenir les porte-valises de ces programmes-là pour lui assurer le succès qu'il a réussi. Docteur Ido, comment vous justifiez l'échec des passes en Afrique? Oui, merci. Il faut, pour comprendre les passes, moi je pense qu'il faut même remonter jusqu'au XVe siècle. Il y a deux volets essentiels, le niveau sémiologique et le volet sémantique. Le niveau sémiologique, c'est ce qu'on nous présente, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est théorique, ce qui est palpable. Mais en réalité, dans le fond, ce n'est pas ça. Parce que l'Afrique a été colonisée pendant 500 ans. Et encore, la traite négrière, on n'oublie pas, du 15e au 19e siècle. À ce moment, on avait soumis l'Afrique au mutisme. Vous vous rappelez les masques métalliques qui empêchaient les esclaves, là, les négriers, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir chanter dans leur langue. Parce que la chanson africaine, elle est spirituelle, elle révolte. Maintenant, comme on a dominé l'Afrique pendant près d'un millénaire, en soumissant les Africains au mutisme, et qu'à ce moment, les Africains ont compris qu'il fallait se révolter, il fallait s'affirmer, il fallait dire non. Ok, le colon dit, on vous donne la liberté, vous êtes maintenant libre. Mais la réflexion a continué. Comment encore dominer l'Afrique? Pour dominer l'Afrique en ce moment, vous vous rappelez du discours de la Baule, depuis le 20 juillet 1990, quand le président français François Mitterrand a convoqué les présidents africains, il a proposé ce qu'on appelait la démocratie. Et c'est à partir de là que le malheur a continué. Ça n'a pas commencé, ça a juste continué. Vous voyez, et ils sont dans la réflexion continue, dans les études de stratégie pour maintenir toujours l'Afrique dans la dépendance. Et donc, François Mitterrand avait dit quoi? Il a dit que tous ceux qui veulent avoir le soutien financier de la France devraient souscrire à la démocratie. Et la démocratie avec ses concepts de liberté d'expression, des droits de l'homme, de liberté d'agir et de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait trouver encore d'autres moyens pour accompagner ce qu'on appelle la démocratie. C'est pourquoi les passes ont été créées. Les passes ont été créées et on a appelé encore nos amis, nos dirigeants pour leur dire voici comment ça va se passer. Maintenant, vous n'allez plus dépenser. Mais maintenant, oui, qu'est-ce qui justifie l'échec de ces passes? Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. Oui. Parce que l'échec de ces passes-là, c'est quoi? Les passes ne prennent pas en compte les services sociaux, alors que l'Afrique compte beaucoup sur le volet social. Et donc, quand on abandonne l'éducation, quand on abandonne la santé, vous savez que ça va créer beaucoup de frustration, ça va créer des grèves, des tensions à l'interne. C'est pourquoi, et ces mêmes gens-là vont créer ce qu'on a... Regardez les partis politiques qu'on a créés. C'est pour qu'en réalité, à l'interne, il y ait ce qu'on a appelé des frustrations. On va casser les gens dans des corporations et
c'est les mêmes qui vont revenir dire qu'ils sont là pour régler les problèmes. Et donc, quand vous laissez les gens dans ça, vous allez voir que le chômage va grimper. Quand le chômage grimpe, les jeunes, vous dites aux gens de ne pas s'adonner à certaines pratiques telles que la prostitution, les filles et même les garçons, la délinquance, mais vous n'avez pas proposé quelque chose pour que ces gens se fassent. Alors, vous ne pouvez pas en même temps dire aux gens alors de ne pas se comporter d'une manière ou d'une autre, alors que vous n'avez pas de moyens de stratégie pour accompagner. Donc, c'est réfléchi, c'est savamment fait pour maintenir l'Afrique, pour maintenir les dirigeants africains dans cette dépendance. Et donc, on n'est pas étonné de voir que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est... L'objectif de ces passes-là, c'est de privatiser ou encore de donner les industries africaines aux multinationales pour qu'on puisse venir encore nous piller, pour qu'on continue de nous maintenir dans cette dépendance. C'est pourquoi vous avez vu, par exemple, les présidents qui ont été démocratiquement élus. On a vu des présidents tout récemment qui ont monté le contrat de l'aéroport de Douentien, par exemple. Mais un président démocratiquement élu, et quand on connaît le contenu de ce contrat, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est là pour son peuple réellement va accepter ce genre de comportement. Et donc, vous avez vu des usines à Bobo qui ont été vendues, qui ont été liquidées, qui ont été privatisées, et ce sont les mêmes qui vont revenir nous commander, qui vont revenir prendre ça et exploiter ça de façon comme ils veulent, parce que c'est les intérêts qui les intéressent. Est-ce qu'il faut comprendre par là que les passes continuent d'impacter nos économies? Bien Est-ce sûr, que c'est la stratégie qui a simplement changé? On est toujours dans... Mais ces conséquences ne sont pas liées aux dirigeants actuels. Parce que quand on veut analyser une chose, il faut regarder depuis l'origine. Ce sont les conséquences, parce que nous on réfléchit, on a eu des politiciens qui réfléchissent à des projets de 5 ans, de 10 ans, et même moins. Mais le colon, lui, réfléchit sur des projets de 100 ans, de 1000 ans. Il va falloir que nous aussi on commence à... Ah oui, mais c'est ça, il faut que réellement on regarde bien, parce que ce que nous sommes en train de faire, eux, ils sont déjà en avance. Tout ce que nous faisons, eux, ils ont déjà étudié ça pendant beaucoup d'années. Donc, c'est pourquoi il faut dire que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant du tout parce que c'est savant fait. Donc, on ne peut rien attendre de ces passes-là. Alors, donc, moi, je pense qu'il faut réellement qu'on revoie notre politique. C'est des éléments qu'on a créés pour accompagner ce qu'on nous a imposé, ce qu'on a appelé la démocratie. Je donne la parole à M. Siaka. Comment est-ce que vous justifiez que les passes produisent des résultats dans d'autres pays? On cite par exemple certains pays d'Asie du Sud qui ont quand même... produire des résultats à travers ces programmes d'ajustement structurel. Je commence par vous, M. Siaka. Oui. Justement, on a évoqué la dimension appropriation nationale. C'est-à-dire, dans quelle mesure les gouvernements nationaux peuvent contrôler eux-mêmes le programme d'ajustement structurel. S'il est défini par les gouvernements nationaux, ils sont les mieux placés pour identifier les secteurs qu'il faut supprimer, les réformes qu'il faut apporter et les domaines, par exemple ce qu'on appelle les déterminants de la croissance qu'il faut soutenir. Mais si cela n'est pas approprié par les gouvernements nationaux et que ce sont des cabinets étrangers qui viennent assister le processus de l'ajustement, il va sans dire que la plupart du temps, il sera difficile d'atteindre les résultats recherchés par un concept qui, en théorie, est beau. C'est ça la différence entre les pays où on estime que les passes ont été des succès et là où ils n'ont pas été des succès, par exemple en Afrique, parce que Bayala a évoqué la dimension politique qui accompagnait les passes, à savoir que dans le même temps, les pays africains étaient conduits par des régimes néocoloniaux, c'est-à-dire entièrement définis. Les dirigeants sont sélectionnés par l'étranger et mis en place et surtout agissent strictement sous la direction des étrangers. C'est pour ça qu'en Afrique, il était impossible quasiment d'atteindre les résultats parce que quand vous définissez une priorité et que les assistants qu'ils envoyaient, les coopérants, estimaient que ce n'était pas une priorité,
eh bien, on suivait ce que le coopérant disait. Donc, les autorités nationales n'avaient pas le loisir de définir qu'est-ce qu'il fallait faire. Du coup, il était très difficile de réussir les passes en Afrique. Au demeurant, il faut se dire aussi, il faut expliquer que les programmes d'ajustement structurel participaient de la lutte de la guerre froide entre l'Occident et l'URSS à l'époque. Parce que l'approche qui était celle des programmes d'ajustement structurel était l'approche, vous avez dit dans votre introduction libérale, mais non, ce n'est même pas libéral, c'est néolibéral. C'est-à-dire que la dérégulation est encore plus forte. La dérégulation, c'est quoi? C'est le recul de l'État dans l'économie. Le fait que l'État ne puisse pas entreprendre, oui, ça c'était encore plus fort dans le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, il a été donc l'approche que l'Occident a développée, qui a peut-être marché chez lui, aux États-Unis par exemple, et même en Europe, mais dans les autres pays, il a eu du mal à donner les effets. Il y a un ouvrage, Herman de Soto, qui dit « Pourquoi le capitalisme marche en Occident et pas ailleurs ?» Donc, c'est des questionnements qui sont posés. Et les passes sont effectivement les instruments du néolibéralisme qu'on a imposés à certains pays, en Amérique latine et en Afrique. Okay. Et le modèle du programme d'instruments structurels, il a été mis en usine au Chili. Après l'assassinat de Salvador Allende en 1973, il est arrivé au pouvoir un général qui s'appelait Augusto Pinochet, et qui a permis qu'une école économique dirigée par l'économiste Milton Friedman ont conçu donc ces programmes d'ajustement structurel-là, dans le cadre du néolibéralisme global. Et c'est ça qui a été appliqué. Donc, on ne voulait même pas que les passes donnent les effets qu'on recherchait à cause de l'emballage néolibéral et néocolonial, oui, dans lequel on avait mis. Mais est-ce que plus de 4 décennies après, oui, les pays africains, les pays pauvres sont toujours sous anesthésie de cette passe? Voilà, très bonne question. Pourquoi, jusqu'à 4 décennies après, les pays africains n'arrivent pas à se détacher? Parce que les mêmes mesures qui ont été mises en œuvre dans les années 80 jusqu'aux années 90 et ont continué après, notamment les privatisations par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, les grandes unités nationales sont privatisées. Si vous regardez, vous verrez. Des unités qui étaient dirigées et qui étaient mises en place par l'État à l'époque ont été privatisées pendant les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Prenons l'exemple le plus patent de l'Onatel, qui était le fleuron de l'économie nationale, qui fonctionnait très bien, qui avait fait l'objet d'un appui en instrument. On avait changé l'essentiel des matériels, des antennes. Plus de 4 milliards d'investissements avaient été réalisés par le gouvernement. Et après, on a vendu à un privé. Vous vous rappelez très bien de ce côté-là. Donc, tant que la dynamique de la privatisation sera en cours, cela signifie que c'est le néolibéralisme qui sera en place. Et les résultats que cela peut produire, c'est les mêmes qu'on aura. C'est-à-dire qu'on enrichit le capital privé international au détriment des ressources nationales. Donc jusqu'à présent, tant que nous n'allons pas sortir de ce modèle néolibéral, on aura les mêmes résultats qu'on avait au moment de passe. Sauf que maintenant, le 11 juillet, je crois, le président du Faso a rencontré les forces vives. Dans son discours de ce jour-là, il a donné des nouvelles orientations qui vont certainement nous faire sortir du modèle néolibéral, où il a dit que, par exemple, pour les infrastructures, ça sera 50 privés et 50 faits par l'État. Et vous avez assisté à la mise en place de certaines unités comme l'ONBA, qui vont donc reprendre les secteurs qu'avant on donnait totalement au privé. Maintenant, l'État aura une part dans certains domaines qui vont assurer donc la qualité du service, mais aussi l'appropriation des ressources. Vous avez également la mise en place d'une société pour le bitume, puisqu'on s'est rendu compte que
dans les marchés des routes, le poste le plus important, qui coûte le plus cher, c'est le bitume, puisque ce bitume-là, il est importé. Nous, on importe le bitume depuis les pays d'Afrique du Nord, je crois Maroc ou Tunisie, et ça vient ici. Donc, à l'arrivée, c'est très cher. Donc, on veut mettre en place une usine de bitume à partir du pétrole que nous achetons. Par exemple, à Cotonou, nous avons des dépôts de pétrole là-bas, et parfois nous recevons du pétrole brut du Nigeria. Et vous savez que le bitume, c'est un sous-produit du pétrole. Donc à partir de ce pétrole que nous recevons, on va sortir le bitume, et ça va donc alléger les marchés publics en matière d'infrastructure au Burkina Faso. Monsieur Nadambega, comment vous percevez toujours l'impact de ce programme d'ajustement structurel sur les systèmes économiques et financiers africains? Ok, madame, vous faites bien de poser la question. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'un projet se met en place, vous avez les effets immédiats, vous avez les résultats intermédiaires, vous avez les impacts. Et les impacts, ça peut aller à 2 décennies, 3 décennies après. Surtout lorsqu'effectivement ça touche à la structure. C'est pas pour rien qu'ils disent effectivement que c'est un ajustement structurel. Ça veut dire que c'est un ajustement avec des effets d'échelle dans le temps. Si je vais être plus concret, si vous prenez quelque chose comme l'Onatel, prenez tous les travailleurs qui ont été déflatés. Ça veut dire effectivement que les enfants de ces gens qui allaient à l'école, dans une école elle-même qui a subi les conséquences, vont dans les rebuts. Ça veut dire que la capacité humaine que nous avions, dû effectivement aux apports de ces industries-là, pour nous prendre effectivement que l'Onatel sont perdus. Si vous prenez effectivement l'apport à l'économie nationale, c'est perdu. Si vous prenez effectivement, et là c'est encore plus grave, la perte de devises. Parce qu'en fait, c'est les contribuables qui ont contribué par leurs taxes et impôts pour la participation de l'État. Et puis, il y a eu des équipements qui ont été achetés. Et on les passe à quelqu'un, et si vous regardez, c'est l'extérieur. Donc ça rentre effectivement dans un flux financier international que nous ne contrôlons plus. Et si nous voulons quelque chose, ça devient effectivement des devises que nous allons aller chercher beaucoup à l'extérieur. Ça ne fait qu'affaiblir le pays. Et si vous prenez ça à l'échelle des 34 sociétés, qui étaient les sociétés les plus cotées, qui ont été privatisées, vous voyez la masse critique que ça fait à l'économie nationale et qui fait, et qui fait que nous n'avons plus tout ce qui peut provenir de là pour l'investissement interne. Et quand on dit investissement sociaux, souvent, c'est très péjoratif ou bien ça minimise beaucoup, parce que si l'homme n'est pas en santé, il ne peut pas produire. Donc ce n'est pas seulement social. Je vous prends un exemple. J'ai travaillé en tant que coordonnateur dans un projet qui s'appelait le projet de développement rural intégré dans le Haut-Kosimoun. Et c'est peut-être une anecdote pour certains, mais c'est un fait que j'ai vécu. On vient vous dire, vous avez effectivement 4 milliards à dépenser dans un espace effectivement de 3 ans pour accompagner la réalisation d'infrastructures sociales pour les populations. Dispensaires, écoles, routes, etc. Et puis, on vous dit l'enveloppe pour la recherche, l'enveloppe pour le suivi, il est de 25%, mais c'est pour l'extérieur. Et je peux même citer, ça peut être recherché, c'est l'IRAM. Parce que c'est la Caisse française de développement qui est devant. Et si vous regardez, c'est pour venir entretenir la santé et la capacité de lecture des notices d'utilisation d'engrais de leurs producteurs. Parce que finalement, les gens travaillent sur des sols qui sont au Burkina, sur des terres qui sont au Burkina, mais avec des produits et des fruits qui ne nous appartiennent pas. Donc, et tous les investissements qu'on dit, effectivement, c'est des investissements pour entretenir simplement la force de production des travailleurs. Nous ne pouvons pas faire, et l'État ne peut pas investir pour effectivement penser que nous développerons des infrastructures, des usines ici.
Et c'était ça aussi, là, le PASS. Il y a 2 grands enseignants économistes à l'Université de Londres qui, en 2009, je vous dis ce qu'ils disent effectivement après leur recherche sur l'ensemble des PASS. Brièvement, s'il vous plaît. Ils disent que ça visait essentiellement la dévaluation de la monnaie, une libéralisation du commerce. Pourquoi améliorer la balance de paiement des pays, c'est-à-dire nous permettre effectivement de payer nos crédits, voilà, puisque c'est la balance extérieure qui les concerne, qui les importe. Contrôler son endettement extérieur ainsi qu'un rééchelonnement de la dette pour pouvoir encore nous endetter davantage pour nous entretenir. Une gestion plus sincère de la dette. Donc pour eux, c'est le maintien de la dette. Donc elle se poursuit aujourd'hui. Et pour vous dire qu'elle se poursuit aujourd'hui, au Burkina Faso, regardez, la Sonabi était sur le point d'être privatisée. Vous prenez effectivement là, le CCVA, c'était sur le point effectivement d'être privatisé. Comment on peut prendre ces fleurons? On ne peut pas trouver d'opérateur économique burkinabé. Et on se dit, il faut effectivement privatiser, sachant bien qu'il y a des alliances pour le flux financier international qui vont venir piller effectivement le pays. Heureusement que nous avons aujourd'hui un système vigilant. Monsieur Bayala, est-ce que vous partagez les avis qui ont été émis sur ce plateau de M. Coulibaly et de M. Nathan Bega, que les PASS sont toujours d'actualité, même s'ils ont changé de stratégie? Oui, effectivement, les PASS continuent leurs impacts dévastateurs sur les économies nationales et sur même l'état de santé de nos nations. Aujourd'hui, si nous faisons face à un terrorisme ravageur que nous peinons à contrer, c'est aussi essentiellement lié au PASS qui nous désengage sur des plans stratégiques de défense nationale. On dit non, vous n'avez plus besoin de recruter de soldats, vous n'avez plus besoin de vous armer, vous n'avez même pas besoin d'avoir des industries d'armement pour innover et créer pour vous une industrie à la hauteur des défis et du maillage de votre territoire. Donc aujourd'hui, l'essentiel de cette crise, le défi qu'elle nous pose, c'est le défi de la ressource humaine, le défi de la qualité de la ressource humaine, le défi des équipements que nous avons et l'intelligence stratégique de maillage du territoire. Alors que c'est ça qu'on nous a enlevé par le désengagement dans le secteur de la défense. On dit non, vous n'avez pas à vous défendre vous-même. Nous avons déjà des armées préfaites, pré-cuites. On va vous vendre comme du babenda pré-cuit. Et si vous avez faim, en lieu et place de déployer vos armées, non, nous on va vous envoyer Barkhane. On va même créer pour vous un concept G5 Sahel. Ne prenez plus d'initiative, dormez. Et c'est ça. Et dans tous les secteurs de notre vie nationale, aujourd'hui, sur quoi nous avons initiative, que ce soit sur nos produits intérieurs bruts, toutes les industries embryonnaires, naissantes, le couvert industriel que nous étions parvenus en dandinant à mettre en place, les PASS sont venus, on a dit non, vous n'avez pas besoin de produire. Nous produisons déjà. Nous avons des industries qui font des vêtements, qui font des pâtes alimentaires, qui font même pour vous des pâtes dentifrice. Vous allez même vous embellir les dents pour continuer à consommer nos produits. Ne produisez pas. On a tout ça pour vous. Donc on est venu nous arracher, non pas l'initiative de création de richesses pour nous, mais on est venu même compromettre l'existence de nos États. Sur toutes les dimensions. On est venu et on a fait promouvoir des contre-valeurs à des échelles énormes. La corruption grandissante a atteint ses sommets les plus espérés que sous la dictature des PASS. Aminata Traoré, elle a été ministre au Mali, une grande chercheure, dit qu'en 1981, lorsque le Mali rejoignait les PASS, c'est 2 doctrines. La première, le développement n'est plus conçu au Mali par les Maliens, et il est pensé par des généreux intellectuels, de laboratoires ou des cabinets. Ce n'est plus le Mali qui met en place, par rapport à son plan stratégique, des priorités et tout le reste, un plan de développement, mais c'est des cabinets et lesquels
est-ce que c'est des cabinets maliens, c'est des cabinets africains ou c'est des cabinets hors Afrique? Et vous avez cette doctrine qui arrache aux Africains l'initiative de concevoir et de produire le développement par eux-mêmes. La deuxième doctrine, c'est que ce n'est plus l'État qui crée la richesse. Le miracle et le salut viendra des entreprises privées. Mais à quelle entreprise privée on a remis les destinées de nos entreprises, non seulement stratégiques, mais porteurs, comme le disait le grand frère Nathan Bega, les fleurons. Quand vous donnez des entreprises qui sont la synthèse de vos espoirs en termes de création de richesse, à des gens dont l'intelligence, c'est de vous sous-développer, c'est que vous compromettez tout. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes obligés d'assister notre misère tout en étant conscients de sa gravité, mais sans capacité réelle de la remédier. Et cette angoisse, elle vous dévore, elle vous consume. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de centres de santé performants pour gérer même des maladies bénignes. Mais on est obligé d'assister les malades mourir, non pas parce que nous avons réfléchi ainsi, mais parce que le colonialisme, l'impérialisme dans toute sa cruauté, a pensé avec ses relais locaux, les valets locaux, un système qui produit la misère généralisée chez nous, qui crée une infinité de personnes riches, qui s'enrichissent au fur et à mesure, et finalement, on a un développement sous un modèle de malade qui est perfusé avec un ballon de perfusion qui est en haut, et il a le corps qu'il prête juste pour qu'on injecte en lui le développement ou la santé. Bref, je pense que c'est aujourd'hui, sur toutes les dimensions, nous continuons d'en souffrir. Fort heureusement qu'il commence à avoir un leadership politique suffisamment audacieux, comprenant le caractère malicieux, perfide de ceux qui disent nous développer alors qu'ils nous sous-développent et qui s'inspirent de la vision de Thomas Sankara qui, par l'auto-ajustement, dit je réduis le train de vie de l'État et je prends le surplus pour investir dans les secteurs stratégiques dont l'éducation, la santé, mais aussi dans les secteurs porteurs, créateurs de richesses. Je ferai en sorte que si nous allons créer des privés qui vont suppléer l'État dans certains secteurs, que ce ne soit pas un privé impérialiste, mais que ce soit un privé national. Et je pense que des milliardaires et des grandes fortunes ont été créés par cette intelligence. Aujourd'hui, on est revenu sur ce modèle et je pense que ça commence à créer des lignes d'espoir. Merci M. Bayala. Docteur Ido, alors je vais emprunter les termes de M. Siaka Koulibaly. Il parle de néocolonialisme. Est-ce que vous pensez que ce néocolonialisme continue d'influencer le paysage économique des États africains? Oui, je dis c'est pas nouveau, c'est pas étonnant parce que les séquelles sont là. Les séquelles sont là, c'est visible quand vous voyez même le mode de recrutement dans la fonction publique aujourd'hui. Ça veut dire que les impacts là continuent. Regardez au niveau de l'enseignement. Quand on recrute au niveau de l'enseignement secondaire, on veut peut-être 10 places, on donne 10 postes pour des millions d'étudiants qui ont la licence. On dit CAPES 10. Alors que dans une université, dans une année, une troisième année, on peut trouver 2000, 3000. Ça, c'est une seule université. Il y en a à Koudougou, il y en a à Ouaga, il y en a partout. Maintenant, vous regardez également au niveau de la santé. La santé, il y a des villages où il n'y a même pas de produits, ne serait que les produits de première nécessité dans les pharmacies publiques. Et donc, heureusement que le président, capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, avec les cliniques mobiles, avec cette vision d'examen de l'IRM qu'il a revu, je crois que ça, c'est des réformes très fortes qui prouvent que nous avons des dirigeants qui sont en train de prendre la mesure. Alors, encore faut-il que l'ensemble de cette gouvernance comprenne et que cette initiative, cette vision du président soit soutenue. Il a encore lancé l'offensive agricole avec des tracteurs. C'est des éléments salvateurs parce qu'on ne peut pas se développer dans un pays sans investir dans les secteurs sociaux ou bien dans les secteurs stratégiques de développement. Donc,
Mais ce qu'il faut dire encore, ce qui prouve que ces impacts continuent, ce néocolonialisme continue, c'est qu'on a toujours ce même schéma où c'est un groupuscule de personnes qui a toujours envie de rester aux affaires, de se faire toujours la belle vie, d'avoir tous les honneurs, d'avoir tout ce qui est jouissance autour de ce groupuscule-là, pendant que la majorité de la population croupit dans la misère. C'est pourquoi vous voyez toujours des comploteurs, des gens qui sont dans la manigance, dans la traîtrise, pour renverser, quitte à ce que ce soit eux seulement qui vont revenir. Et donc, ça, c'est des éléments qui prouvent que le néocolonialisme, parce que ce n'est plus le colon qui va venir nous dicter des choses, mais on trouve des gens au sein de vous. Même la colonisation, c'est comme ça. La traîne de gré, les gens ont compris, ils réfléchissent, ils trouvent des gens au sein de vous qui vont faire le travail pour eux. Donc, les séquelles continuent. Maintenant, c'est à nos politiques aujourd'hui d'avoir une vision. Justement, pose dans ce sens cette question. Oui. Et comment sortir de ce piège? Et ça va être la dernière question que je vais adresser autour de cette table, parce qu'on est en train de tirer vers la fin de l'émission. Il faut une vision lointaine. Il ne faut plus penser court. Il faut avoir le courage de faire des réformes. Il faut avoir l'intelligence. Il faut que les gens soient entourés des gens qui sont suffisamment posés, qui ont la détermination, qui ont l'intelligence, la vision de transformer certaines choses afin que les générations à venir puissent profiter. C'est par exemple la question des BRICS qui sont en train de faire le tour du monde. Moi, je souhaiterais que les pays de l'AE qui sont sur le point de partir vers là, c'est une initiative que moi je salue, mais il ne faut pas faire l'erreur d'aller s'allier derrière les gens, s'asseoir, penser que les gens vont lutter pour vous. Il faut aller avec vraiment un plan, une politique approfondie, sérieuse, avec une vision large, pour que les gens ne rentrent pas par la grande porte et sortir par la petite porte, ou encore se retrouver dans une situation comme l'ONU, ou encore la CEDEAO. Passons à la matière, les Burkinabés attendent de ce gouvernement réellement des réformes et qu'on puisse vraiment en découdre avec tout ce qu'on a vécu comme enfer par le passé. Il faut que réellement on ait ces gens de personnes-là qui vont... Et moi, je pense qu'il faut... Il faut faire attention parce que... Merci beaucoup, Dr Ido, parce qu'on est sérieusement pris par le temps. Je pense que nous sommes déjà sur la... Alors, quelle est la formule pour relancer nos économies? Je pense, madame, qu'on est déjà sur la voie. On est déjà sur la voie au plan économique. Au plan économique, regardez ce qui se passe. Prenons par exemple le cas des mines et de l'or. On pense effectivement à raffiner ici. Rien que cette initiative va nous amener à pouvoir même connaître la quantité de l'or que nous produisons. Une chose qui est un élément de base, puisque c'est là-dessus effectivement que nous prenons notre impôt. On ne connaissait même pas ça. Ensuite, ça va augmenter, ça va faire une valeur ajoutée qui va faire que notre or, nous allons le vendre beaucoup plus. Ce qui va nous donner plus de produits, plus de moyens pour investir, tant dans le secteur structurellement productif, porteur, que dans les secteurs sociaux. Si vous prenez le domaine de l'éducation, rien n'est encore concrètement fait. Mais vous voyez effectivement que l'analyse, pour reconnaître qu'il faut que nous repensions l'école, est déjà là. Et on commence déjà par penser à l'instruction civique. C'est très important, l'instruction civique. Ce n'est pas un détail. Parce que c'est là que nous allons fabriquer l'homme. Parce que ce que nous visons, c'est de mettre l'homme au centre. Il doit être l'alpha, l'oméga de tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous avons tous ces problèmes? Même quand on dit la privatisation, ceux qui ont les moyens, d'abord les fonctionnaires de l'État qui n'ont pas les moyens, ils s'arrangent à vendre l'information, les documents, pour pouvoir effectivement être partie prenante ou avoir effectivement des estes. Ceux qui ont les moyens vont chercher effectivement plus de moyens à l'extérieur, par des alliances incestueuses, qui vont faire en sorte que la plus grande partie va repartir à l'extérieur. Prenons le cas effectivement de l'aéroport de Doncin, si ça n'a pas été revu. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays mobilise près de 400 millions, que l'autre, le partenaire, apporte seulement en crédit près de 10% et se met dans une situation où c'est lui qui contrôle tout. Donc c'est pour dire, on va au micro, on passe effectivement ce qu'on a,
ce qu'on a commencé et on optimise. Mais on regarde aussi les institutions. Pourquoi je dis on regarde les institutions? Oui. Regardez, on avait un ministère du développement, et on avait un ministère des finances et on avait un ministère du plan. Et c'est à l'époque que les gens sont intervenus et on a travaillé à dire oui, il faut effectivement qu'on revise tout ça. Et il y avait la coopération. Et la coopération négociait. Merci. Maintenant, il faut que nous voyons une structure. Okay. Bon, oui, je donne la parole à Imhotep Bayala. Oui, alors je comment pense sortir que nos pays de ce bourbier? oui, c'est déjà de redonner une masse de notre PIB tel que c'est prévu pour tous les pays qui veulent aller vers le développement. C'est au moins 8% de leur PIB qu'il faut investir dans l'industrialisation parce que c'est elle qui crée de l'emploi pour absorber dans le chômage, c'est elle qui crée de la richesse et qui peut prévenir les grands maux comme la corruption, comme la misère. Un peuple de misérables ne peut que être pécheur permanemment. Moins il y a de personnes qui souffrent d'emploi, moins il y a de personnes qui sont exposées à toutes les précarités, plus vous gagnez sur la santé morale et sur la santé publique. Et je pense que il est dit 10 ans au moins, vous prenez, vous investissez au moins 8% de votre PIB. Mais nous, pour aller vite, et je pense que c'est déjà ce qui est en train d'être fait, c'est d'investir au moins 10% de notre PIB sur 10 ans et sur 15 ans. Avec toutes les initiatives et les industries qui sont créées, avec la reprise en main des secteurs clés de notre pays, je pense qu'on va sortir de ce postulat avec cette idée résumée par le livre de Aminata Traoré, Le viol de l'imaginaire. Elle repense toute la question du développement. Joseph Kizerbo, Dormir sur la nappe d'autrui, à quand l'Afrique, résume la question en disant on ne développe pas, on se développe. Le développement sera endogène ou ne le sera pas. Et je pense que nous sommes sur la voie. Merci. Je termine avec vous, Siaka Koulibaly. L'espoir est permis. L'espoir est très permis et nous sommes déjà sur la très bonne voie également. Vous avez vu que certaines réformes ont déjà été entreprises, certaines actions fortes ont déjà été posées. Cela vous montre que nous sommes en train d'évoluer vers l'adoption d'une nouvelle politique économique. Mais il y a des contraintes, à la fois nationales et extérieures. Par exemple, nous sommes maintenant dans l'AES et nous partageons avec les autres pays de l'AES un contexte physique et un contexte, je dirais, social qui est le même. Donc on est obligé maintenant de réfléchir à cette échelle-là. Et ça vient compliquer un peu le paramétrage de l'économie. Au-delà de l'AES, il y a que le monde lui-même, il est en train de bouger. Vous avez suivi les derniers sommets des BRICS en Russie, qui montrent que des nouvelles dimensions de l'économie mondiale vont apparaître, avec par exemple l'apparition d'une nouvelle monnaie, des BRICS. Et comme notre pays, avec les autres pays de l'AES, nous sommes en partenariat stratégique avec les principaux pays des BRICS, cela signifie que notre nouvelle conception de la nouvelle politique économique doit être harmonisée avec les BRICS pour la simple raison que les partenariats anciens que nous avions, qui ne nous permettront plus de nous développer, il faut que nous réorientons vers les nouveaux partenaires et forcément il faut tenir compte de l'évolution qui se passe à ce niveau. Donc ce sont des contraintes qui font que c'est un peu lent pour le moment. Mais nous sommes sur la très bonne voie. Merci monsieur pour toutes vos contributions. Siaka Koulibaly, analyste politique. Gervais Nadambera, merci. Je rappelle, vous êtes ingénieur du développement rural. Imhotep Serge Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Nous disons également merci à Dr Ido et Kwama, sémio-politologue. Madame, Monsieur, nous espérons que vous avez pris bonne note de cette émission, ce numéro de questions majeures. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain pour débattre d'un autre sujet important pour la vie de la nation. Bonsoir.